sur la littérature. La première personne à parler est Isabelle Garichon, qui travaille sur le récit de soi et en fait qui va parler aujourd'hui du récit de soi comme résistance éthique face à l'invisibilité politique. Donc Isabelle est docteure en littérature française. Son sujet de thèse était le récit de soi en résistance face au nazisme, du sentiment à l'acte, en co-direction à Bourgogne 3. Elle fait partie de l'équipe de recherche CELIS et elle est membre du comité de rédaction de la revue Témoigner, entre histoire et mémoire. Elle travaille aujourd'hui à Bruxelles sur un projet de recherche européen sur la notion de témoignage à la Fondation Auschwitz à Bruxelles. Merci Christina, merci Julia pour l'organisation de ce colloque. Donc effectivement, je vais parler sur la tentative aussi de restaurer la voix dans le cadre du récit de soi. Dans son récent ouvrage « La politique de l'individu », Fabienne Brugère précise que, je cite, « Nous ne vivons pas une crise de l'individu, mais une incapacité de la politique à prendre en compte l'individualisation de la société et à soutenir l'individu, qu'il soit intégré ou vulnérable. Cette absence de soutien est d'autant plus évidente en situation de précarité ou de désaffiliation, au sens où l'entend Robert Castel. Ainsi, la convergence des études sociologiques récentes souligne combien le problème est lié à, je cite, Didier Lapéronie et Michel Kokorev, à une dépolitisation de la question des banlieues. Il en ressort donc un déficit évident de la représentation politique de ces populations. La question de la voix est alors au cœur du problème. Selon Emerson, l'expression et la confiance en sa voix constituent l'essence même du processus démocratique. La dissolution de la voix dans l'espace démocratique, par déni de reconnaissance, devient synonyme d'une invisibilité de l'individu et d'un effacement progressif du sujet par un phénomène de perte de soi. Afin de restaurer la voix et de faire en sorte qu'elle soit audible et entendue, le récit de soi propose une forme d'expression possible. La notion de récit de soi est alors à considérer comme une pratique d'écriture personnelle dans la perspective des techniques de soi étudiées par le dernier Foucault. Son intérêt pour les pratiques de soi relève d'une intuition selon laquelle il existerait d'autres techniques pour un sujet d'être en vérité, d'autres techniques donc que d'avoir à se soumettre à la logique de l'aveu, de la confession. Il s'agit d'un processus de connaissance de soi, mais encore et surtout d'un exercice, d'un entraînement de soi par soi. Le principe n'est pas de s'étudier comme un objet, ce qui relèverait d'une autoréification, mais de tenter de se comprendre à travers une appréhension plus large du monde, une tentative donc de se déprendre de soi. Plus qu'une autobiographie qui s'intéresserait à ce que le passé a fait du sujet écrivant, le récit de soi propose l'histoire d'un devenir. Mais il ne s'agit pas de devenir celui que l'on est, selon le précepte de Nietzsche, mais de devenir celui vers lequel on va dans un mouvement éthique de sortie de l'être. En ce sens, le récit de soi comme exercice perfectionniste revêt une dimension politique au sens où l'entend Stanley Cavell en tant que, je cite, redécouvert de la démocratie dans un retournement critique. Il offre la double opportunité de manifester une voix au sens phénoménologique du terme et par prolongement en son sens politique, et de favoriser une reconnaissance des sujets écrivants désaffiliés par le processus de la mise en récit. Roland Barthes explique cette propriété du récit dans une acception littéraire. Je cite. L'analyse sociologique ou politique fonctionne, explique Barthes, comme une grosse passoire et laisse fuir les subtilités de la dialectique sociale. Je crois que c'est à ce vestibule du savoir et de l'analyse qu'est assigné l'écrivain. Plus conscient que compétent, conscient des interstices même de la compétence. C'est à ce titre que Pierre Rosan-Vallon convoque la littérature dans le cadre de sa démarche pour un Parlement des invisibles, dans la mesure où elle apporte, je le cite, un supplément d'intelligibilité grâce au ressort de la mise en scène du récit et à la force de révélation de l'écriture. Ainsi, Pierre Rosan-Vallon souhaite donner au narrative term une acception plus littéraire afin de jouir de cette spécificité propre à la littérature, d'un mode cognitif relevant d'une conscience, mais plus encore d'une reconnaissance. Et l'idée de reconnaissance est à appréhender selon Axel Honneth comme attitude précédant la connaissance, fondée sur, je cite, l'acceptation de la valeur de l'autre.
Ainsi, le récit de soi, comme pratique de soi, offre le double avantage de restaurer la voix et de la transmettre à travers un processus de reconnaissance. C'est à travers cette double spécificité que je vous propose d'explorer la notion de récit de soi dans le contexte des banlieues, comme tentative de redonner un sens à un espace confisqué. Deux types de pratiques de récit de soi vont donner lieu à deux catégories de textes dont les intentions diffèrent. Nous aborderons donc le premier type de récit de soi, les récits de soi hic et nunc, comme processus de subjectivation politique par la réappropriation d'un espace. Cette typologie relève d'une première pratique de soi où l'écriture correspond à une ressaisie de l'expérience comme trace mémorielle. Dans cette catégorie, nous nous référons donc aux Pensées de la Cité de Zaccaria Loumani, Héra et Aurélia Rossi, auteur inconnu dont le texte a été publié en 1998 aux éditions du Reflet. C'est un texte que l'on peut rapprocher du récit des Gades-Villiers, qui a été publié, donc les Gades-Villiers ont été publiés donc 13 ans plus tard. Ainsi, donc, le journal du dehors, d'Annie Ernaux, publié, lui, en 1993 chez Gallimard. Puis nous analyserons la spécificité des récits de soi que nous qualifions de récits de soi posteriori, où le processus de subjectivation s'inscrit dans une démarche éthique par un travail sur l'écriture. Nous ferons appel au récit de La guerre des banlieues n'aura pas lieu, on a déjà vu hier avec Élise. Donc la guerre des banlieues n'aura pas lieu d'Abd el-Malik, publié au Cherche-Midi en 2010. Et à Bobigny Centre-Ville, de Marie Desplechin et Denis Darzac, publié en 2006 chez Actes Sud, qui, comme l'indique donc le titre, est un récit de soi appréhendé par le prisme de la ville de Bobigny, à travers l'écriture et la photo. Donc dans une perspective arendtienne, le premier type de récit de soi va travailler davantage sur la notion d'écart, afin de définir un territoire en politique, alors que le second type va jouer sur le lien à partir de la dimension relationnelle de la parole. Donc le premier temps des pratiques de soi par l'écriture appartient au temps de l'expérience, il fait corps avec elle. Le récit de soi a pour vocation, dans une ressaisie mémorielle de l'expérience, de tracer un territoire, au sens deleuzeien du terme, comme, je cite, acte qui affecte les milieux et les rythmes qui les territorialisent. Ainsi, pour faire face à un sentiment de désaffiliation ou de ségrégation, le sujet écrivant tente, par l'écriture personnelle, de faire de son milieu un territoire familier par un processus de quotidianisation. Il tâche de se retrouver et de s'identifier à une communauté, à une minorité, comme devenir de tout le monde, et je cite Deleuze et Guattari, c'est donc un devenir potentiel pour qui permet donc de dévier du modèle. Il s'agit alors d'une déviance double par rapport à la majorité. La première déviance est subie et collective par des constructions politiques et sociales figées, et la seconde déviance est mise en place par la pratique de soi, elle est alors choisie et singulière. Mais le récit de soi n'implique pas d'écrire pour soi, ni même de se raconter, mais davantage de le relater une perception singulière. L'autodésignation des auteurs de Pensées de la Cité fait de leur jeu un ancrage, un point stable d'observation à partir duquel ils passent en revue, en critique, ce qui pose problème dans la cité, ce qui fait écart, comme la violence, la peur, la liberté mise à mal. Annie Ernaux manifeste cet écart dans l'affirmation d'un jeu autoconstitué face à une multitude de rencontres qui demeurent impersonnelles, comme le souligne le choix systématique des articles indéfinis ou le recours à des catégories. Seule l'expérience caractérise la personne. C'est dans l'expression de cet écart, qui traduit la situation de témoin objectif, que la parole peut être reçue comme politique. Ainsi, le truchement du jeu donne à la voix un caractère politique. Car, selon Sandra Logier, je cite, « Accepter la parole en première personne, la parole autobiographique, c'est voir dans la dépossession par soi de sa parole le seul moyen, paradoxal, d'accéder à la représentativité. » En revanche, si le sujet écrivant parvient à rendre un effet de représentativité, la configuration qu'il donne de la banlieue n'est pas une représentation, mais une perception singulière émanant de l'entrecroisement des voix qui l'entourent avec la sienne. C'est une configuration polyphonique où la voix comme parole est au cœur du processus pour contrer l'image véhiculée d'un espace devenu lieu commun générique. Ce lieu est dans un premier temps caractérisé comme un labyrinthe pour les auteurs de Pensées de la Cité.
Et Annie Ernaux précise dès l'avant-propos, je cite, « J'étais submergée par un sentiment d'étrangeté. » Face à cette inquiétante étrangeté de l'ordinaire, les auteurs font preuve d'une attention au quotidien, jusqu'à l'insignifiant, l'ordinaire, l'infraordinaire. Ces écrivains du réel sont davantage des écrivains réalistes au sens où l'entend Cora Diamond, comme en tant que realistique, dans le sens d'une transmission d'une expérience vécue. Je cite Zaccaria Loumani, « Je prends pour référence mes expériences passées, et croyez-moi, j'en ai beaucoup, bien que je sois encore jeune. » Ainsi, l'espace de la banlieue dans le récit de soi se trouve à la lisière d'un lieu actuel, tissé d'expériences et de discours, et d'un lieu singulier, virtuel, au sens de Leuzien, en tant qu'il s'engage dans un processus d'actualisation. La texture de cette double perception du lieu donne à voir la configuration d'une banlieue singulière. Elle devient d'une part un lieu trace dans lequel s'inscrit le sujet écrivant. Il s'agit alors de laisser une empreinte singulière de soi dans un lieu, en le nommant, en le traçant, mais plus encore de laisser un signe qui fait date dans cet espace comme mémoire de, je cite Annie Ernaux, « sauver de l'effacement des êtres et des choses dont j'ai été l'actrice ». Zaccaria Loumani l'explique ainsi, je cite, « Je prenais des notes intérieurement. Ce fait, je ne dois pas l'oublier. Cette image, je ne dois pas la laisser tomber. C'est en quelque sorte des petites expériences. » Le récit de soi permet, dans un mouvement généalogique, de tracer une filiation des lieux et des personnes qui y vivent. Il rend actuel, en la faisant accéder au présent, une mémoire et des voix passées sous silence. Mais jamais la configuration de ce lieu trace n'est statique, comme s'il s'agissait d'aller contre l'image d'une banlieue monolithique. Les textes rendent compte davantage du sens d'un parcours. Le voyage est un topos récurrent. Annie Ernaux exprime cet aspect dynamique de l'idée de lieu à travers son propre mouvement et les choix qu'elle fait des lieux de rencontre. Ce sont toujours des espaces de transit, gares, RER, stations de métro, des lieux publics où l'on ne fait que passer. L'espace ne revêt un sens que dans le mouvement des rencontres. Je vis, annonce Annie Ernaux, donc je vis dans la ville nouvelle depuis 12 ans et je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne peux pas non plus la décrire, ne sachant pas où elle commence, finit, la parcourant toujours en voiture. Je peux noter « Je suis allée au centre Leclerc », aucune description, aucun récit non plus. Juste des instants, des rencontres, de l'ethnotexte. Cette ligne de fuite que constitue la banlieue vécue dans le déplacement qui n'est pas nécessairement une sortie de cet espace, nous mène vers une deuxième acception de ce lieu comme un lieu de venir. Il est intéressant de noter qu'aucun des auteurs ne mentionne des espaces clos, des sphères privées. Ils investissent l'espace public, l'espace du dehors, tel que le souligne le titre d'Annie Ernaux, comme lieu de rencontre et de diffusion. La configuration de la banlieue est un lieu de venir dans la mesure où le sujet écrivant a confiance en sa voix. C'est dans ce sens que s'inscrivent les envois des deux textes. Zaccaria Loumani lance à son lecteur, telle une exhortation, je cite, « Maintenant, à chacun de savoir s'il veut me croire ou pas ». Annie Ernaux, elle, s'en remet en toute confiance au pouvoir de diffusion par les autres de sa parole et de sa mémoire. Je cite, « C'est donc au dehors, dans les passagers du métro ou du RER, qu'est déposée mon existence passée. » Et elle ajoute, « Sans doute suis-je moi-même dans la foule des rues et des magasins porteuses de la vie des autres. » Ainsi, si cet espace semble figé dans le temps, le fait même de prendre la parole dans l'écriture ouvre ce lieu clos à celui qui reçoit cette parole. Cette prise de parole, dans la mesure où elle est entendue, où le texte est lu, devient un geste d'infrapolitique au sens du texte caché de James Cross. Le deuxième temps de l'écriture de soi relève d'une déterritorialisation de l'expérience induite par un effet de distanciation. Cette distance se manifeste au niveau éthique selon l'idée d'intervallum que Foucault reprend à Sénèque, ou alors au niveau esthétique, et la mise en récit s'inscrit alors dans une recherche formelle. D'un devenir minorité, le sujet écrivant bascule vers un devenir minoritaire, comme, je cite Deleuze et Guattari, comme devenir potentiel et créatif. Il ne s'agit pas de renoncer au caractère ordinaire de l'expérience, sous prétexte d'une recherche artistique, mais de faire de l'ordinaire le motif même de ce travail créatif. Faire l'expérience artistique d'une expérience ordinaire.
La mise en abîme de la notion d'expérience fait du récit de soi a posteriori une expérimentation de l'ordinaire. Il s'agit alors d'écrire sur soi obliquement. Ainsi, Marie de Pléchin rend compte de son expérience à travers le prisme de la ville de Bobigny. Mais ce n'est plus son parcours qui revêt un intérêt, mais Bobigny en tant qu'elle est perçue par l'auteur. Le texte relate encore une rencontre, celle d'une ville et de ses habitants, mais le décentrement est d'autant plus marqué. Est-ce à dire que le sujet écrivant disparaît derrière son expérience? Certainement pas. Elle guide le regard du lecteur qui découvre une ville de banlieue à travers la multiplicité de paroles de ceux qui y vivent, de ceux qui la pratiquent. Le récit alterne entre description et expérience de la ville, et le choix d'une ville, dans sa singularité, exprime encore la volonté de briser les représentations globalisantes afin de s'attacher à ce qui fait la singularité des villes balbiniennes. Aucune posture de surplomb, tout est perçu à l'aune de la pratique du lieu. Les photos de Denis Darzac, en fin de chapitre, livrent des portraits vus d'ensemble et gros plans d'entrée d'immeubles, et c'est encore le regard du photographe qui guide le lecteur dans la découverte de la ville. Écrire obliquement dans ce récit de soi, c'est accepter de faire le détour par Bobigny. Le lecteur aura compris qu'il ne s'agit ni d'un guide de voyage, ni même d'un texte d'ethnosociologie, mais du récit d'une rencontre qui cherche ses mots, puisque comme Marie de Pléchin le confesse dès l'ouverture du texte, je cite, « Pourquoi cette ville? Pour l'architecture, pour l'histoire, pour les gens. Il me manquait un mot qui aurait rassemblé les trois motifs en un. » Et c'est la dissolution de ce mot unique, dans la multiplicité des paroles rencontrées, qui exprime la singularité de Bobigny perçue par l'auteur. L'opicité du texte d'Abd al-Malik repose sur le décalage qu'il induit avec l'expérience littéraire. En effet, on pourrait tout d'abord penser que l'on est face à un témoignage plus proche du premier type d'écriture de soi. Il n'en est rien. Abd al-Malik joue avec les conventions propres au genre testimonial en mettant en place un métadiscours littéraire pour instaurer une distance avec l'expérience littéraire. Le titre, « La guerre des banlieues n'aura pas lieu », souligne d'emblée son intention avec la référence à Giraudoux. L'alternance de chapitres où il s'exprime à la première personne, avec d'autres où il devient, je cite, le narrateur, l'auteur, met en évidence une certaine distance qu'il instaure entre une autodésignation et une identification à l'éthos de l'écrivain. Une sélection de photos en introduction de chapitre souligne encore cette intention esthétique. La banlieue n'est pas ici représentée, c'est le quotidien à travers des objets de la vie ordinaire pris en gros plan qui est passé au crime. La mise en forme du texte, dans l'alternance de police d'écriture selon qu'Abd al-Malik s'exprime à la première ou la troisième personne du singulier, traduit cette intention d'échapper au récit de vie commun tout en ayant recours aux catégories de l'ordinaire. Ainsi, Abd al-Malik multiplie différentes formes et types d'écriture, mais il puise toujours dans des modèles d'écriture ordinaire, la lettre, la liste ou la définition du dictionnaire. Cette expérimentation de l'ordinaire est d'autant plus perceptible sur le travail de la langue. La notion de voix prend ici une dimension autre. Son caractère politique relève moins de sa manifestation que de son expression, de sa singularité créative. C'est en ce sens que, dans le récit de soi a posteriori, l'éthique excède le politique dans un dépassement vers la création. Marie de Pléchin tisse, à travers ses rencontres, ce que Cavell appelle une cité des mots, city of words. C'est dans la conversation, dans l'articulation entre sa perception subjective et la parole des autres, qu'elle trouve la voix diffuse de Bobigny. Elle ne parle pas au nom d'eux, mais extrait, sous forme de narration ou de discours indirect libre, des prises de parole identifiées, situées et captées dans des moments de vie, un peu à l'image de plans-séquences cinématographiques. C'est dans la multiplicité de ces prises de parole, dans le montage des voix, que Bobigny apparaît. Dans La guerre des banlieues n'aura pas lieu, c'est la voix d'Abd al-Malik qui se fait plurielle. On passe en quelque sorte d'une polyphonie chez Marie de Pléchin à une polyglossie chez Abd al-Malik. Les termes d'arabe sont mêlés au récit, mais encore des mots tels onze ou abs d'un argot qui peut échapper au lecteur. Cette pluralité linguistique s'inscrit dans une agilité verbale qui n'est pas sans rappeler l'expérience de rappeur de l'auteur. L'introduction est caractéristique de ce style à travers le travail sur les allitérations et les répétitions qui se répondent en écho. Au, je cite, je parle, placé en anaphore, répond un, je cite, voilà de quoi je parle, l'exemple que tu reprends aussi, en fin de paragraphe.
Abdelmalek met la parole ordinaire au cœur de son propos, et c'est bien sur ce terrain linguistique que se joue son récit de soi. À la fois langue ciselée et sonore, au rythme marqué, ce discours n'est pas sans rappeler le courbevoie style que Thomas Ravier décrivait chez Céline dans son article « Céline, rappeur sans parole, sans musique, sans rien ». Ce qui fait la spécificité de ces textes, c'est la question du flow, du rythme, qui dessine ainsi une déterritorialisation phonique et linguistique, comme, je cite Deleuze-Guattari, donc acte du rythme devenu expressif. Ainsi, à l'instar de Tavel, qui voyait dans le fait d'aller au cinéma un exercice perfectionniste, le récit de soi relève, je cite, d'une pratique démocratique particulièrement apte à explorer les articulations entre le privé et le public. Il donne à entendre une voix qui, par son inscription dans un espace et la relation d'une expérience ordinaire, se fait politique et éthique. Cette pratique répond à l'une des deux manières de penser la philosophie que Guillaume Leblanc propose dans son ouvrage « La philosophie comme contre-culture ». Face à l'idée d'un pouvoir normatif, cette politique peut être pensée aussi comme, je cite, un marginalisme pratique attaché à la possibilité de dégager des marges, des espaces dans lesquels l'expérimentation des micronormes demeure encore possible. Le récit de soi propose ainsi une pensée de l'ordinaire, une pensée mineure sur la banlieue, non pas une pensée minorisée ou amoindrie, mais au sens où Deleuze et Guattari invoquaient une littérature mineure. Une pensée mineure n'est pas celle d'une philosophie mineure, plutôt celle qu'une minorité fait dans l'expérience, l'immanence d'une vie. Il ressort de cette configuration de la banlieue l'image d'un espace limbique, un espace politique en attente, puisque comme le rappelle Luc Boltanski dans sa cantate à plusieurs voix intitulée « Limbes », les limbes, je cite, contiennent des êtres qui attendent d'être sélectionnés. Les êtres qui peuplent les limbes sont dispersés dans un espace indéterminé au sein duquel ils se sont installés comme ils peuvent pour attendre. Je vous remercie.